Merci beaucoup pour cette très belle introduction. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui et de pouvoir vous adresser la parole. Moi, quand on m'a invité, j'ai regardé toutes les allocutions avant et je me suis dit, je vais parler de quoi, moi? Et en fin de compte, j'ai écouté toutes les présentations et ils étaient tous excellentes et très pertinentes. Peut-être avant de commencer, je vais mentionner un peu pour le congrès à Montréal en octobre 2023 et les abstracts pour les résumés, c'est ouvert. Alors, vous pouvez aller sur le site de la Fédération mondiale de neurologie et je vous inviterai à soumettre des posters. Donc, place de la neurogénétique dans la pratique neurologique quotidienne. Premier problème, c'est que moi, ma pratique quotidienne est au Canada, pas au Maroc. Et c'est sûr qu'il y a des différences importantes, mais je vais juste répéter deux choses qui ont été dites plusieurs fois. Un, c'est très important de savoir les maladies neurogénétiques dans notre population, parce qu'il y a beaucoup de spécificités dans la neurogénétique basée sur les populations. Alors, on a entendu beaucoup de discussions de ce sujet-là. Deuxième, c'est neurogénétique, ça part de la clinique. Donc, la clinique doit être faite pour être capable de bien identifier exactement c'est quoi la maladie et c'est dans quel domaine qu'il faut commencer à faire des tests génétiques. Alors, j'ai pensé de juste avoir une couple de points différents que j'aimerais faire. Premièrement, c'est que toutes les maladies sont le résultat de deux choses, l'environnement et la génétique. Et il y a des maladies comme par exemple un accident de voiture, c'est surtout environnement, mais il y a un côté génétique, impulsivité, etc. Et il y en a où c'est purement génétique, comme la dystrophie de Duchenne et plein d'autres. Et il y a tout entre les deux. Donc, c'est un spectre. Alors, deux choses. Toutes les maladies, génétique et environnement. Environnement, beaucoup plus compliqué que la génétique. Donc, la génétique est beaucoup plus simple que l'environnement. Donc, c'est pour ça que j'étudie la génétique. L'autre chose, c'est que, ça c'est un graphique que vous avez peut-être déjà vu, mais on peut voir, il y a vraiment dans la génétique, si on comprend ce graphique-là, on comprend presque tout. Alors, on a ici l'effet de... Oups. On a ici, est-ce qu'il y a un... Oui, ça m'aiderait, merci. Alors, on voit ici, c'est l'effet, la taille de l'effet. Donc, on peut avoir des variants, ça c'est pour des variants qui sont très peu pénétrants, qui ont très peu d'effets, et il y en a qui ont des gros effets. Alors, des gros effets, pense à la mutation de Duchenne. Ça a un gros effet. Et ici, c'est des petits effets et ils ne sont pas importants puis ils ne nous intéressent pas parce que, comme a été dit avant, ils ont des effets si petits que c'est pas pertinent pour la médecine. Et ici, c'est la fréquence de l'allèle. Alors, si l'allèle est très fréquente ou pas fréquente. Alors, évidemment, nous autres, c'est ici, les maladies humaines sont là-dedans. Des variants très fréquents à bas effet et des variants rares à grand effet. Et entre les deux, c'est ce qui se discutait à propos de l'épilepsie il y a quelques minutes, c'est des variants avec des effets intermédiaires, de fréquence intermédiaire, et encore, c'est une boîte noire, largement. Moi, quand on parle de tests génétiques et de la neurogénétique, on parle surtout de ceci, les allèles rares qui sont très pénétrantes. Alors, c'est un peu ce que je viens de dire ici, les maladies rares mendéliennes, les maladies communes. Il y a deux genres de maladies communes. Il y a des maladies communes qui ont des sous-groupes qui sont génétiques. Alors, on a entendu parler de la maladie de Parkinson's. Alors, le Parkinson's, c'est généralement pas génétique. La génétique explique peut-être 30% de la maladie de Parkinson's. Et dans ce groupe de malades-là, il y a des individus qui ont des formes très, très génétiques, comme l'ERK2, qu'on a entendu parler, puis il y en a d'autres. Il y a la pharmacogénomique. Ça, j'en parle pas trop. Je pense que la batterie est en train de mourir. Alors, la pharmacogénomique, pas tellement pertinent
pour l'instant, en neurologie, très pertinent en oncologie. Puis ensuite, il y a les maladies communes avec des prédispositions génétiques. Non, ça, c'est pas quelque chose qu'on peut tester. Vous avez déjà entendu parler à propos des différentes mutations, mais finalement, faux sens, changement d'un acide aminé. Et ici, ça cause presque tous, des changements de cadre de lecture et des protéines tronquées, donc des mutations sévères. Alors, peut-être ça, on a entendu parler de ça, et aussi entendu parler de ça. Mais, il n'est pas polymorphisme, bon. Moi, je vais mettre l'emphase sur les mutations de novo. On a entendu parler des mutations de novo il y a quelques minutes. Et si on regarde les mutations de novo, il y en a à peu près 60 par génome. Donc, en moyenne, 1 ou 2 dans une partie codante du génome. Alors, avec chaque naissance, en moyenne, 60. Et le taux de mutation augmente avec l'âge paternel. Il augmente très peu avec l'âge maternel. C'est d'autres genres de mutations, c'est des non-disjonctions. Mais alors, par exemple, c'est rendu comme à 120 à l'âge de 45 ans dans un homme et ça continue à monter. Donc, il y a beaucoup de maladies qui sont plus fréquentes avec un âge paternel plus élevé. Donc, important d'y penser. L'autre chose, c'est on a une mutation de novo, disons 1 par naissance dans un exome. Mais si on regarde des maladies comme la déficience intellectuelle, il y a plus de 1000 gènes qui peuvent causer ça. Donc, s'il y a plus que 1000 gènes qui peuvent causer ça, ça veut dire qu'une personne sur 20 va avoir une mutation de novo dans un gène qui peut causer une déficience intellectuelle. Donc, les mutations de novo, très, très importantes, c'est une cause majeure de plusieurs maladies, comme par exemple déficience intellectuelle, autisme, schizophrénie et autres. Ça, on n'a pas entendu beaucoup parler des VOS. Je ne suis pas trop certain comment on dit ça en français. C'est un variant de signification inconnue, un VOS. Et moi, comme moi je suis neurologue généticien, c'est probablement la raison la plus fréquente pour que quelqu'un me réfère un patient. Alors, ils font un test génétique, et là, ça revient, et puis là, ils n'ont aucune idée comment interpréter le résultat. Et, habituellement, c'est des VOS. Et, bon, alors, qu'est-ce qu'on fait avec des VOS? Puis vous allez, tout le monde qui fait des tests génétiques va trouver des VOS, à moins qu'on fait juste très ciblé dans un gène, mais si on commence à regarder à des panneaux de gènes, on trouve des VOS. C'est important de savoir que les VOS, c'est pas actionnable. Quand je veux dire que c'est pas actionnable, c'est qu'on ne peut pas faire un diagnostic pré-symptomatique ou prénatal basé sur un VOS. Je vais vous donner un exemple d'une patiente que j'ai vue, puis je ne suis pas trop certain pourquoi je l'ai vue, pour un problème neurologique, mais elle était avec la conseillère en génétique qui m'a fait rentrer dans la salle, et elle avait eu un VOS qui avait été détecté 5 ans avant, et puis le VOS maintenant avait été reclassifié. Donc les VOS se font reclassifier, ça a pris bien des années, et c'était dans le gène BRCA1 qui prédispose au cancer du sein, et le VOS avait été reclassifié comme étant bénin. Alors, bonne nouvelle pour la madame, mais la sœur de la madame avait, la semaine avant, eu mastectomie bilatérale et oophorectomie, pour prévenir le développement de BRCA1 parce que le VOS avait été mal interprété. C'était bien écrit un VOS, mais la personne avait pensé que le VOS était actionnable. Donc, faire bien attention. Nous autres, avec des gens avec des VOS, des fois, il y a des avantages dans la population. Alors, on a un VOS dans préséniline 1 qu'on a vu 6 fois chez 6 personnes apparentées à distance, québécoises d'origine, donc on pense que ce n'est pas un VOS, que c'est une cause de maladie, mais en général, les VOS, on dit aux gens de revenir dans 5 ans, et là, ils peuvent être réinterprétés. Il faut savoir qu'il y a un effort mondial, dont les chefs de file, c'est ClinVar, ça s'appelle, qui sont en train d'aller à travers tous les variants, et puis essayer d'identifier les variants qui sont cause de maladie, cause pas la maladie, etc. Donc, les VOS vont changer avec le temps. Quand on parle de la génomique, la première analyse génomique qui se faisait, c'était le karyotype.
c'était très primitif, mais c'était quand même, c'était très utile pour beaucoup d'études. Maintenant, c'est l'hybridation génomique comparative sur micropuces. C'est une méthode qui est peut-être pas tellement utilisée pour des maladies neurologiques, mais c'est quelque chose qui est très utile pour des maladies où il y a des mutations de novo. Alors ici, une délétion, duplication, et puis le rendement, par exemple, déficience intellectuelle 14%, autisme 10%, malformation fétale. C'est un test simple, qui est pas cher, qui peut être très utile parce que si quelqu'un a une mutation de ce genre-là, et puis tu peux l'identifier, puis tu peux voir qu'ils ne sont pas chez les patients, à moins qu'il y ait du mosaïcisme germinal, bien là, on peut donner du conseil génétique. Ça, c'est juste des travaux qu'on a fait. On a trouvé le gène ILRAPL1, c'était sur le chromosome X, et puis c'était une délétion qui cause l'autisme. Et ici, c'est une délétion dans FOXP1, ce qu'on peut voir, qui cause déficience intellectuelle. On a entendu beaucoup parler de le séquençage de nouvelle génération. Alors, ça, c'est le graphique qui explique, ça, c'est logarithmique. Ça, c'est les coûts qui baissent et le montant de séquençage qui se fait. Alors, finalement, c'est quand on a un changement quantitatif de cette échelle-là, ça change, ça cause des changements qualitatifs. En d'autres mots, qu'est-ce qu'on peut faire et pas faire change. Nous, on fait plus de Sanger chez nous. On fait juste séquençage de prochaine génération, des exomes, des panels, et même les gènes, comme par exemple, si tu penses que quelqu'un a un neurofibromatose type 1, mais tu vas regarder un gène, on fait par séquençage de prochaine génération, c'est plus vite et c'est moins cher. Alors, peut-être je vais arrêter ici. Dr. Le Guen m'a inspiré à parler un peu de la façon que les tests se font au Québec, les tests génétiques. Alors, la façon que ça marche dans la province du Québec, c'est qu'il y a 8 laboratoires moléculaires qui sont chacun dans des CHU. Et ces 8 laboratoires moléculaires ont formé un consortium où tout le monde travaille ensemble. Et ce consortium-là a fait installer un centre de génomique qui est pour la province du Québec, qui fait tout le séquençage à haut débit. Donc, les exomes, génomes, l'ARN, des gros panels, etc. Et nous, s'il y a beaucoup de gènes, on a besoin de regarder à beaucoup de gènes, on fait l'exome, puis on prend ce qu'on appelle un slice. Alors, on ne regarde pas à tous les gènes, on regarde juste à une liste de gènes. Alors, si on regarde la déficience intellectuelle, 300 gènes, disons, connus, on regarde seulement ces 300 gènes-là. Alors, de cette façon-là, on évite les problèmes de la complexité de l'analyse et on peut toujours y retourner un peu. Je pense que ça a été bien démontré, les avantages de l'exome. Mais nous autres, on fait des exomes pour presque toutes les indications. Le séquençage ciblé, c'est vraiment orienté par la clinique. Donc, je vais parler un peu de ça, mais vous avez eu de très belles présentations à ce sujet-là. Donc, ça, c'est juste un exemple. Exome, tu trouves beaucoup de différents genres de mutations. Les exomes, maintenant, chez nous, sont aussi validés pour des délétions et des duplications. Donc, je pense que l'exome va remplacer la majorité des autres tests. Quand on parle de la neurogénétique, souvent on parle des maladies rares. Il y a beaucoup de maladies rares. La majorité sont d'origine génétique. Plus que la moitié affectent le cerveau. Et puis, ensemble, ça affecte de 7 à 8 % de la population. Alors, les maladies rares sont rares individuellement, mais ils sont communes si tu regardes à l'ensemble des gens qui ont des maladies rares. Et souvent, c'est des maladies graves. Puis ça, j'aime celui-là, le iceberg. Gènes connus, gènes inconnus et probablement d'autres maladies monogéniques. Alors, lentement, comme vous avez entendu parler, il y a des nouveaux gènes qui sont identifiés, mais il y a probablement au moins 8000 maladies génétiques. Alors, ça me fait penser je regardais à toutes les présentations et tous les gènes.
Je suis pas capable de me souvenir de tous ces gènes-là. Là. C'est comme une soupe à alphabet. Alors, moi, j'ai arrêté d'essayer de mémoriser tous les gènes parce qu'il y en a trop et ça change tout le temps. Donc, et surtout que je suis un généraliste en neurogénétique. Si je faisais juste muscles, peut-être je serais plus enclin à savoir. Mais la beauté, c'est que quand on veut faire des tests génétiques, chez nous, c'est des panels ou virtuels, un exome mais seulement un certain nombre de gènes, ou c'est un panel, par exemple, si on a un phénotype de sclérose tubereuse de Bourneville, ben là, on fait 2 gènes parce qu'on sait que ça va être un de ces 2 gènes-là. Donc, très orienté par la clinique, ça c'est le message le plus important, je pense. Alors, quand je pense aux mutations, nous autres, on parle de ça. On parle de par exemple, maladie très rare, syndrome de Miller. Des fois, c'est une maladie rare, mais il y a 2 ou 3 gènes ou 4-5 gènes qui peuvent causer la maladie. Il y en a où c'est extrêmement rare, où il y a juste une mutation qui peut causer le problème, comme DYT1, c'est la mutation la plus commune, c'est, je pense, c'est une délétion de 3 bases. Donc, ça cause une perte d'un acide aminé. Une maladie qu'on travaille beaucoup avec, c'est la dystrophie musculaire oculopharyngée. Alors, c'est juste une mutation, une expansion dans la région 5' du gène. C'est un polyalanine. D'ailleurs, c'est un bel exemple du régional. Chez nous, de loin, la dystrophie musculaire la plus commune, c'est la dystrophie musculaire oculopharyngée. Au point où je ne veux plus en voir parce que on pourrait juste voir de ça. Donc, très, très, très commun. Alors, l'autre chose, c'est qu'est-ce que je disais avant, c'est qu'il y a des maladies communes qui sont communes, mais qui sont causées par beaucoup, beaucoup de différents gènes. Alors, ça, c'est le cas pour l'autisme, déficience intellectuelle, des dizaines, des centaines, peut-être même des milliers de gènes peuvent prédisposer à des phénotypes très larges et où il y a beaucoup de chevauchement. Donc, dans ces cas-là, les tests génétiques sont vraiment très, très, très importants. Alors, diagnostic moléculaire. Pourquoi faire un diagnostic moléculaire? Bien, on a entendu beaucoup d'arguments aujourd'hui, je vais juste renchérir un peu. C'est que il faut un diagnostic étiologique précis. Les patients veulent ça. Et ce phénotype est souvent très peu spécifique. Alors, surtout chez les jeunes enfants, si on regarde encore déficience intellectuelle, etc., il y a aussi beaucoup d'hétérogénéité génétique. Alors, une maladie, plusieurs gènes. Et il y a l'odyssée diagnostique du patient. Je n'ai pas entendu parler de ça aujourd'hui, mais c'est sûr que si on fait un test génétique au début, on peut éviter des années de un neurologue, un autre neurologue, un IRM, un autre IRM, etc., etc. C'est aller vers la médecine personnalisée. Donc, c'est très important d'éviter l'odyssée diagnostique. On a parlé un peu plus tôt de l'odyssée thérapeutique et aussi la génétique peut influencer et raccourcir l'odyssée thérapeutique. Donc, très important. Alors, comme j'ai dit avant, l'impact pour la famille et les patients, l'importance de savoir. Je suis toujours émerveillé combien que quand on dit aux patients « tu as telle maladie horrible, rare », ils sont rassurés. C'est mieux d'avoir une maladie rare, terrible, que d'avoir une maladie inconnue, terrible. Alors, ça, c'est la nature humaine. Il y a le conseil génétique et le diagnostic prénatal. Je vais parler un peu plus de ça plus tard parce que je pense que ça fait partie de ma pratique. Et il y a aussi la prévention secondaire. Donc, par exemple, si tu identifies une mutation dans le neurofibromatose type 2, ne devrait pas avoir de S, on peut les suivre et on peut identifier les méningiomes ou les schwannomes et les opérer avant qu'ils causent beaucoup de dommages. Il y a aussi des traitements spécifiques, c'est ça que j'ai fait allusion à ça. Donc, le traitement optimal repose sur le bon diagnostic. Et il y a de plus en plus de traitements qui sont disponibles et on rentre dans l'ère de traitement par des
mutations spécifiques. Alors, il y a peut-être 8 ans ou 10 ans, le FDA aux États-Unis ont approuvé le premier médicament qui n'est pas pour une maladie, qui est pour une mutation. Alors, on commence à avoir des traitements pour des mutations. Et, par exemple, chez nous, je vais parler de ça peut-être un peu plus tard, mais par exemple, il y a le Spinraza pour atrophie spinale et d'autres médicaments. Mais chez nous, par exemple, pour la maladie de Parkinson's, on a des études cliniques qui sont spécifiques pour des porteurs de mutations GBA. Il y a des essais thérapeutiques qui sont spécifiques pour des patients qui ont des mutations dans LRRK2. Et il y a, dans la SLA, on a des traitements pour SOD1, traitements pour des mutations qui sont C9, ORF 72, et aussi pour des mutations FOS. Donc, il va y avoir des traitements spécifiques pour beaucoup de ces maladies-là, communes, comme Parkinson's, SLA, assez communes, qui vont être en premier cibler les formes génétiques. Et puis, on ne pourra pas les traiter si on ne les trouve pas, puis on ne peut pas les trouver sans faire des tests génétiques. Alors, là, je vais aller, c'est très personnel, là. Qui tester et un peu de... Alors, qu'est-ce qui passe dans ma tête quand je vois des patients? Premièrement, dystrophie musculaire et myotonie. Bien, myotonie, ça, on en voit pas mal, j'en vois beaucoup. Mais dystrophie musculaire, j'en vois pas beaucoup. Et puis, on a eu une excellente présentation. Et je pense que je ne vais rien rajouter à ce qui a été dit. Il y a les ataxies. Nous autres, on teste s'il y a une histoire familiale positive ou s'il y a une ataxie inexpliquée d'une 3 ans ou plus pour ne pas avoir les paranéoplastiques. Et on fait, en fait, nous autres, c'est un panel qui fait tout. Alors, puis ça ne coûte pas plus cher. Donc, un panel qui fait tout, et puis on trouve toutes sortes de choses. Paraplégie spastique, encore, s'il y a une histoire familiale, ou s'il y a une paraplégie spastique inexpliquée. Et notre rendement, je peux dire notre rendement dans l'ataxie, c'est probablement 50-60%. Dans la paraplégie spastique, c'est probablement plus haut, comme 80%, 70%, 80%. Neuropathie, je ne vois pas beaucoup de neuropathie, et puis on a entendu parler beaucoup de neuropathie, alors je pense que je ne vais pas retourner sur ce sujet-là, les hématrophies spinales. Moi, je vois beaucoup de maladies neurodéveloppementales, et moi, je mets l'épilepsie là-dedans. Mais c'est sûr que l'épilepsie, ce n'est pas juste une maladie neurodéveloppementale, mais il y en a une section importante qui est neurodéveloppementale. Il y a des panels spécifiques pour l'épilepsie, et autisme et déficience intellectuelle, c'est le même panel. Et d'ailleurs, j'ai vu quelques gènes là, qui ont été présentés pour l'épilepsie. C'est des gènes qui causent aussi déficience intellectuelle. SYNGAP1, c'est nous autres qui avons identifié ça pour déficience intellectuelle et autisme aussi. Donc, il y a beaucoup de chevauchements. Nous, on fait toujours l'hybridation génomique sur micropuces et ensuite un exome où c'est un slice de l'exome. On fait l'exome, mais on n'a pas toutes les données de l'exome. On regarde seulement les données spécifiques. Et puis, dans ces maladies-là, beaucoup sont de novo. Alors, généralement, on prélève les trios, les parents et l'enfant. On teste l'enfant. Si on trouve quelque chose, on voit si c'est présent chez le parent ou pas. Les démences, je vois beaucoup de démences. Début précoce, comme 60 ans ou moins. Les démences frontotemporales sont quand même peut-être 20%. On trouve des mutations. Et histoire familiale forte, la démence est tellement commun à un âge avancé que tu peux avoir 5 personnes dans la famille qui ont une démence, mais s'il y a 25 personnes dans la famille puis ils ont toutes vécu jusqu'à 100 ans, ben ça ne veut pas dire que c'est génétique. On ne trouve jamais rien. Donc, et puis il y a vraiment seulement 3 gènes qu'on regarde pour les démences type Alzheimer's, préséniline 1, préséniline 2 et APP. Pour les démences frontotemporales, c'est aussi un petit nombre de gènes qu'on regarde. Donc, ici, avec les critères qu'on utilise, on trouve beaucoup de mutations. Il y a les leucodystrophies. On n'a pas vraiment parlé des leucodystrophies. Souvent, c'est des gens qui sont diagnostiques
Multiple sclerosis. Sclérose en plaques. Et, mais il y a quelque chose d'atypique. Disons, l'évolution est atypique, les matières blanches, les lésions dans les matières blanches sont atypiques. Je peux vous dire que moi, on me réfère beaucoup de leukodystrophie et j'ai trouvé 15 patients à date qui ont CADASIL. Alors, ça c'est une mutation dans Notch 3 et c'est pas une maladie pour laquelle il y a un traitement, mais je pense que si on traite de façon optimale le cholestérol, la pression, on peut diminuer la morbidité de la maladie. C'est très commun. Dans le UK Biobank, ils ont trouvé que c'était une personne sur 700 avait une mutation dans le CADASIL. Donc, je pense que ça, c'est beaucoup sous-estimé. Je ne connais pas la population marocaine, voir si c'est commun là ou pas, mais c'est quand même très commun. Donc, les leukodystrophies, c'est un domaine en développement. Alors, on a une unité au neuro qui regarde à découvrir des nouvelles formes de leukodystrophie et en identifie régulièrement. La sclérose latérale amyotrophique, s'il y a une histoire familiale ou s'il y a un essai thérapeutique. Alors maintenant, on teste tout le monde pour SOD1, C9, ORF 112 et FOS. Puis on en trouve beaucoup. Je ne sais pas si le C9 ORF 112 est commun au Maroc, parce que c'est très rare en Chine, par exemple. Vous ne le savez pas. Ça, c'est un exemple d'une forme, d'une séquence répétée, mais impossible à séquencer. Là. Il n'y a personne qui n'a jamais réussi à séquencer cette affaire-là. Et ça se fait par le Repeat Prime PCR qui a été décrit aujourd'hui. J'ai mentionné la sclérose tubereuse de Bourneville, neurofibromatose type 1 et type 2. La neurofibromatose type 1, c'est quand même 1 sur 3000 personnes, dont 50% c'est des mutations de novo et c'est à travers du monde. Je suis que c'est aussi commun ici que ça l'est au Canada parce qu'il y a tellement de mutations de novo. On n'a pas entendu parler des malformations cérébrales caverneuses. Ça, c'est une autre maladie que je vois beaucoup. Et les critères pour faire les tests, il y a 3 gènes. Donc, et puis les 3 gènes expliquent 95% des cas. Alors, on teste s'il y a une histoire familiale positive, et des fois c'est difficile parce que des fois le seul signe c'est l'épilepsie chez le père qui est décédé ou la mère ou quelque chose comme ça. C'est quand même assez, ça peut être assez sournois. Ou si un individu a multiples angiomes caverneux, là on teste et puis on trouve des mutations chez une forte proportion. Puis ensuite, il y a les troubles du mouvement, mais on a entendu beaucoup parler des troubles du mouvement. Pour nous, les essais thérapeutiques cliniques sont très importants et donc on teste tout le monde pour GABA et pour GBA puis LRRK2. GBA, c'est quand même une histoire très intéressante et puis on pourrait en parler longuement si vous voulez. Plus tard, mais GBA dans le lysosome, très, très, très important. On a fait une étude d'ailleurs où on a regardé à des gens qui avaient le Parkinson's, qui n'avaient pas de mutation dans GBA, puis on a trouvé qu'une forte proportion avait une activité GBA diminuée. Donc, il n'y avait pas de mutation dans GBA, mais il y avait une activité diminuée. Et c'est vraiment GBA, qu'est-ce qui est important, c'est l'activité. Donc, il y a les formes de maladie de Gaucher, neuronales, c'est des mutations sévères, et c'est ces mutations-là qui prédisposent au Parkinson's. Les formes de maladie de Gaucher qui sont moins sévères, ces allèles-là ne prédisposent pas au Parkinson's. Alors, c'est vraiment question de Parkinson's. Là, je vais parler juste 5 minutes du conseil génétique. Premièrement, nous, on a des conseillères en génétique qui travaillent avec nous. Alors, je ne sais pas si c'est très commun au Maroc. Non. C'est un phénotype très intéressant. C'est des gens qui sont spécialisés dans le conseil génétique. Et les principes importants, la philosophie, c'est un service volontaire. Ils donnent de l'information plus complète. Souvent, les médecins, on est un petit peu pressés.
et peut-être on ne passe pas beaucoup de temps à expliquer les détails de la génétique. Il y a le respect aussi de la dimension culturelle. C'est un conseil non directif. Et puis, il y a les dimensions psychosociales et il y a la confidentialité. Alors, nous autres, pour le diagnostic pré-symptomatique, on utilise le protocole Huntington, qui est un protocole où il y a toute une procédure à suivre. C'est les conseillers en génétique qui font ça avec psychologue. Alors, ça, c'est le conseil génétique. J'ai jamais pensé qu'il aurait fait un peanuts pour le conseil génétique. Mais finalement, le patient est référé, il a la tête ronde. Alors là, il est en train d'avoir de l'information. OK, tu bien du monde avec des têtes rondes dans ta famille. Comment te sens-tu à propos d'avoir une tête ronde? Qu'est-ce que ça te dérangerait si tu avais des enfants avec la tête ronde? Ensuite, il y a le conseil génétique. Alors, on confirme le diagnostic, puis là, on dit, il y a un risque que les enfants aient la maladie. Et puis, bon, tout ça. Là, et ensuite, il y a le conseil, la psychologie après. Je vais donner un exemple d'un diagnostic par séquençage de l'exome. C'est un garçon de 7 ans que moi, je n'ai pas vu, qui avait un portrait neurodégénératif avec spasticité, dystonie et ataxie. Donc, 3 neurologues l'ont évalué, neurologue pédiatrique, pas moi. Un avait un diagnostic de paraplégie spastique comme le diagnostic principal. Un autre parlait d'une ataxie spinocérébelleuse et un autre parlait de maladie mitochondriale. Bon, alors dans le temps, ça leur a coûté une fortune de faire tout ça. Alors on a fait un exome. Et puis ça, c'est un exemple de ce qui arrive avec un exome. Donc, il y a des maladies autosomales récessives, on trouve souvent des variants, autosomales récessives, mais ici, autosomal dominant dans spastine. Spastine cause la SPG4, la forme la plus commune de paraplégie spastique et qui est généralement dominante. Et puis là, on a regardé aux parents et les parents n'avaient pas la mutation. Alors, si on aurait fait le test génétique au début, on aurait évité plusieurs années, plusieurs neurologues, plusieurs IRM. Il y avait eu des biopsies musculaires, etc., etc. Là, je vais parler un peu à propos du futur, mais j'ai plus beaucoup à dire là. Alors, le futur. Alors, il y a des programmes de dépistage de mutations associés à des effets fondateurs. Alors, par exemple, dans la population canadienne-française de Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a plusieurs maladies. Il y a ce qui s'appelle l'agénésie du corps calleux et une neuropathie périphérique, qui est sévère, maladie sévère, où il y a un taux de porteurs de 1 sur 20, 1 sur 25, quelque chose comme ça. Donc, beaucoup de risques de naissance. Il y a aussi l'ARSAX, qui est Autosomal Recessive Spastic Ataxia of Charlevoix-Saguenay, qui est une forme d'ataxie récessive, qui est assez commune à travers, mais chez les Canadiens français, c'est une forme particulièrement sévère, et il y a d'autres maladies. Alors là, il y a un dépistage populationnel. N'importe qui veut avoir des enfants, ils peuvent aller, ils voient s'ils sont porteurs, et s'ils sont porteurs, le père et la mère, là, il y a le conseil génétique, il peut avoir le diagnostic, etc. Donc, il y a des maladies comme la génésie du corps calleux qui n'existe plus. Il n'y a plus de bébés qui naissent avec cette maladie-là. Donc, ça peut influencer la fréquence de maladies sévères. Il y a la population CRI. La population CRI, c'est des Autochtones qui vivent juste en dessous des Inuits. Donc, ils sont dans les régions quand même froides, là, dans le nord du Québec. Et eux, ils ont un encéphalite et ils ont des maladies spécifiques chez eux. D'ailleurs, j'ai découvert une maladie il y a 2 semaines chez les CRI qui est, dis-moi si vous avez déjà vu ça, mais c'est un syndrome de Bell's récurrent, familial, dominant. Même intéressant, mais des grosses familles, là, 10 personnes atteintes dans 2 différentes familles. Alors, on aime les familles, comme a dit Eric. L'autre chose qui est intéressante, c'est qu'il commence à avoir des études qui regardent pour des mutations récessives et donc c'est un dépistage qu'on peut avoir
en regardant, par exemple, à beaucoup de gènes, 448 gènes dans cette étude-là, trouver en moyenne 2,8 mutations par individu. Et puis là, si on fait ça, ben là, évidemment, on peut aider à planifier pour avoir des enfants qui ne sont pas atteints. Le défi, c'est l'interprétation des variants de signification clinique incertain, les VOS. Là, je vais vous parler d'un projet qu'on a fait qui est un diagnostic prénatal non invasif pour les anéuploïdies. Okay? C'est juste vous expliquer le principe du test, et puis vous allez voir pourquoi je parle de ça. C'est qu'on peut prendre le sang de la mère, et puis si on regarde l'ADN qui est dans le sérum, c'est l'ADN naked DNA, okay? On peut l'isoler, et puis on peut le séquencer. Et dans cet ADN-là, 10 à 20 de l'ADN va être l'ADN du fœtus et le reste va être l'ADN de la mère. Alors, l'étude ici, c'est où on séquence comme 0,1 génome et on regarde pour trop de morceaux de brins du chromosome 21, chromosome 16P, etc. pour trouver des maladies, des non-disjonctions. Okay? Mais on sait que c'est qui s'en vient. Avec le coût du séquençage qui tombe, où on va aller, c'est qu'une mère enceinte va aller et on va séquencer le génome de son bébé et on va savoir si le bébé a une maladie récessive ou n'importe quelle maladie, même des mutations de novo. Donc, c'est pas pour arriver demain, là, mais le coût de séquençage continue à baisser et il y a un seuil auquel ça va devenir viable de séquencer l'ADN du fœtus avant qu'il naisse, sans prendre un échantillon du fœtus, avec les risques. Alors ça, c'est un peu qu'est-ce que je dis, le futur, éventuellement, toutes les mutations de novo et de maladies récessives. Alors, quand je parle du futur, les tests de séquençage vont être routiniers dans toutes les maladies, en premier les maladies mendéliennes, éventuellement, toutes les maladies, ça c'est peut-être un peu optimiste. Le défi est l'interprétation et l'effet des variations génétiques. Ça, c'est l'ADN fœtal que je viens de dire. Les défis, on en a entendu parler, le mosaïcisme, l'éthique, les découvertes fortuites, liées la mutation à la maladie, donc, et puis les maladies complexes, on en a parlé plus tôt. Je veux juste... Ça, c'est un cours. C'est le premier cours national sur les variants, l'interprétation des variants en neurogénétique. Et c'est la beauté de l'Internet. Et puis, alors, si vous voulez, n'importe qui peut essayer, c'est gratis. C'est le 28 novembre. S'il y a de l'intérêt, je peux envoyer à l'association, à la société, les liens, et puis les gens ils peuvent participer s'ils veulent. J'ai enlevé la partie de ceux qui donnent le cours, mais c'est des gens très, très compétents. Et donc, je pense que ça pourrait être intéressant. Moi, j'ai l'intention d'y aller moi aussi, parce qu'on a toujours des choses à apprendre. Alors, est-ce qu'il y a des questions?